Salut, il y a parfois des sujets qui vous passionnent toute une vie. Pour ma part, c'est le cas pour l'échec. Alors pas le jeu d'échecs avec les pièces, mais bien le raté, la plantade, la non-réussite, la mise du seum. On va découvrir ces implications aujourd'hui dans notre cerveau pour cette chose que l'humanité tout entière expérimente. Nous allons aussi parler avec des personnes que vous connaissez. Bernard Werber, un des auteurs français les plus lus dans le monde. Pierre Cross qui est passé de la scène à YouTube. Amy LTR qui produit beaucoup de fiction sur Internet. Enjoy Phoenix, la première fille à se lancer sur Internet il y a 10 ans. Lotfi, champion du monde de longboard dancing, et Pierre Sang, chef et propriétaire de nombreux établissements de restauration. Parce que vous les connaissez pour leur réussite dans leur domaine et beaucoup moins pour leurs échecs. Vraiment, ce thème est beaucoup plus grand que ce qu'il paraît. La chose que vous ne saviez pas si vous me connaissez déjà, c'est que j'ai creusé ce sujet depuis précisément 20 ans et je crois que cette vidéo va vous exploser quelques neurones. Je m'appelle Fabien Olicard, je suis passionné par l'implication des notions sur notre mental et aujourd'hui sort mon 4e livre qui traite de 3 notions liées, l'échec, la réussite, le bonheur, du point de vue du cerveau, et pour celles et ceux que ça intéresse, je vous en parlerai à la toute fin de la vidéo. Pour le moment, partons au fond de notre crâne pour voir ce qu'il s'y cache. Quand on réfléchit à l'échec, on a des pensées, des émotions qui remontent à la surface, même parfois des souvenirs aussi, des sensations. En fait, ce mot, c'est un déclencheur qui relie beaucoup de choses dans notre cerveau. Rien qu'en termes d'émotions, il peut déclencher des angoisses, de la colère, de la culpabilité, du doute, du déni, du rejet. Pourtant, on sent bien quand on discute avec d'autres personnes que l'échec, en fait, c'est quelque chose de très multiforme. Je pense qu'il y a la vision qu'on m'a donnée de l'échec et la vision que j'ai de l'échec. La vision qu'on m'a donnée de l'échec, c'est si tu n'y arrives pas, c'est un échec. Si tu n'as pas atteint ce que tu devais atteindre, c'est un échec. Puis même, par exemple, je compare à mon métier, si tu n'as pas les chiffres attendus, c'est un échec. Pour moi, le mot échec me fait penser au mot hiver. Dans tous les cycles, il y a 4 saisons. Le printemps, où les choses commencent à monter, l'été, où c'est au summum, puis après l'automne, où ça redescend, et l'hiver, les feuilles tombent, là, il fait froid, et on passe par une phase où on ne peut rien faire, on doit s'arrêter, juste attendre que le printemps revienne et que le soleil revienne. Le mot échec pour moi, c'est ne pas gagner. Je pense que je me mets dans cette catégorie de personnes où soit je gagne, soit je perds, mais peu importe après. C'est-à-dire que je sois 2e ou 10e dans un truc, j'ai pas gagné. C'est une conséquence d'une erreur de parcours. C'est-à-dire que c'est un indicateur aussi qui va me permettre de revenir un petit peu sur mon travail et d'analyser un peu et de pointer les points faibles et les points améliorés. C'est pas une fin en soi, c'est pas forcément un problème, plus un outil que je vais utiliser dans mon processus d'apprentissage en tout cas. Dans ma pratique, c'est un petit peu comme ça que ça marche. C'est le fait de s'être fixé un objectif et de ne pas avoir réussi à l'atteindre, donc de s'être planté finalement. Pour moi, c'est ça l'échec, quand on ne réussit pas à faire ce qu'on s'était fixé. C'était mon meilleur ami, que ce soit mon arrivée en France, que ce soit ma vie, parce que je suis arrivé à l'âge de 7 ans et demi sans parler français. J'ai vécu beaucoup d'échecs, voire plus d'échecs que les autres, et j'ai dû m'adapter, le dompter, l'accepter. Est-ce que c'est vraiment étrange que nos définitions soient si différentes? Pas vraiment. D'ailleurs, même le dictionnaire reste flou dans cette définition en nous disant « échec, résultat négatif d'une tentative, d'une entreprise, manque de réussite, défaite, insuccès, revers ». L'échec, c'est avant tout notre capacité à apprendre. Tal Ben-Sahar, professeur et psychologue à l'université de Harvard, dit la chose suivante. Pour améliorer son taux de réussite, il faut d'abord doubler son taux d'échec. Si on n'apprend pas à échouer, on ne peut pas apprendre à réussir. Je pense que l'échec est inévitable. À mon sens, tu peux pas grandir dans la vie en n'ayant que des réussites. C'est impossible, ça arrivera forcément un jour ou l'autre. Donc moi j'ai vécu des échecs, tout le monde en a vécu, toi derrière la caméra t'en as vécu aussi. D'ailleurs, ceux qui connaissent bien cette notion sont souvent les sportifs de haut niveau qui sont obligés d'admettre très vite un processus d'apprentissage passant volontairement et nécessairement par de nombreux essais et de nombreux échecs. L'échec pour moi c'est pas forcément un problème. Donc du coup je vais pas aller chercher une solution, je vais plutôt essayer de l'intégrer. Par exemple quand tu es en train d'apprendre une figure, je vais passer par plusieurs étapes d'échecs forcément. Même que des fois quand je réussis une figure du premier coup, ce qui s'appelle un peu la chance du débutant, je reste un petit peu sur ma faim, quoi. Je suis un peu frustré, même déçu,
de ne pas être passé par ces étapes d'échec. Parce que je me dis, au fond de moi, je me dis que finalement, cette figure-là, c'est sûr que je ne la maîtriserai pas. Donc du coup, il faut absolument que je passe par cette étape d'échec plusieurs fois pour pouvoir en fait éliminer les mauvaises postures, les erreurs de parcours dont je parlais. Là, on met déjà le doigt sur quelque chose d'essentiel. L'échec et la réussite sont les finalités d'un essai. L'échec et l'apprentissage sont donc deux faces d'une seule et même pièce. C'est une sorte de spécialité de l'être humain qui est le seul être vivant capable de s'imaginer dans le futur, dans une situation qui n'existe pas, avec des compétences qu'il n'a pas encore et qui peut alors apprendre pour que ce qu'il a imaginé dans le futur devienne réel. Et pour ça, il va devoir faire preuve d'abnégation pour enchaîner les essais, tout le processus, afin d'apprendre jusqu'au moment où il va atteindre exactement le résultat qu'il souhaitait. Mais ça ne veut pas dire que c'est forcément mauvais pour nous. Ça veut juste dire que c'est une épreuve qui va nous obliger à mieux nous connaître. Et l'idéal, évidemment, c'est de surfer sur cette descente qui est un échec pour remonter encore plus haut. Si je regarde ma vie, il y a eu beaucoup d'autres échecs en dehors de mes échecs scolaires et mes échecs professionnels. Au final, j'ai l'impression que c'est allé vers un toujours mieux. C'est-à-dire que c'est comme si je trébuchais dans plusieurs endroits sur la route, mais au final, je suis allé quand même assez loin par rapport à ce qui me semblait possible. Je suis allé beaucoup plus loin que ce qui me semblait possible. Tout ça, ça veut dire deux choses. La première, c'est que notre cerveau est contaminé par une définition de la société de ce qu'est l'échec. Ouais, c'est que j'étais tellement confronté par l'échec, grâce à mes parents, grâce à peut-être d'autres personnes qui m'ont entouré, m'ont toujours donné le courage de vouloir continuer. Je me suis dit, c'est mon meilleur ami, c'est-à-dire dans tous les cas, de toute façon, que je fasse, ça sera la merde, ça sera un échec. Et qu'il faut faire le dos rond peut-être, et à un moment donné, ça paiera. La deuxième chose, c'est que si l'échec a plusieurs formes de manifestation, alors en toute logique, la réussite doit avoir aussi des formes différentes de manifestation. C'est-à-dire qu'un pilote qui a une très bonne voiture va aller chercher les 3 premières places, le podium. Par contre, un pilote qui a peut-être la moins bonne voiture du circuit, il va vivre comme une vraie victoire d'aller chercher la 12e place par exemple. Alors que 12e place c'est moyen par rapport à 20, mais pour lui ça va être la victoire de sa vie. Du coup il aura battu plein de pilotes qui ont une meilleure voiture que lui. Donc ce sera une victoire. L'échec et la réussite ne sont pas des mots figés. On a décidé de leur mettre des étiquettes de valeur, de les ranger dans des cases genre mauvais ou bon. Et quand je dis nous, ça peut être notre famille, notre entourage, la culture de notre pays, ça peut être tout ce qui nous entoure en fait. Quoi qu'il arrive, ça a forgé une croyance où nous avons décidé collectivement qu'il était forcément mauvais de rater ou de ne pas aboutir tout de suite à la réussite et forcément bien du coup de réussir. Du coup, comment libérer notre système de pensée de ce fardeau? De ne pas faire quelque chose parce que j'ai peur de l'échec qu'on m'a appris. Je vais pas faire ça parce que je pense que ça va pas marcher. Et c'est quelque chose qui est vite banni. Parce que l'échec crie beaucoup moins fort que l'envie. Voici l'histoire d'une autre personne que vous connaissez. Elle est à la tête d'une véritable industrie médiatique. C'est Oprah Winfrey. Elle est classée aujourd'hui la personnalité afro-américaine la plus riche de notre siècle. Mais est-ce que vous connaissez son plus gros échec? Elle a commencé sa carrière, la carrière qu'on lui connaît aujourd'hui, à Baltimore en tant que présentatrice télé. Et au bout d'à peine quelques émissions, elle a été virée. Ils lui ont dit qu'elle n'était pas faite pour ce métier. Il existe 10 grands principes qui permettent de changer radicalement l'impact de l'échec sur votre cerveau. On pourrait se dire que c'est une manière d'atteindre le bonheur, en quelque sorte, mais je crois qu'une bonne définition du bonheur, c'est celle que m'a formulée Pierre Cross. Que le bonheur, c'est un ensemble auquel tu soustrais les problèmes. Et si on peut faire un puissant changement de son rapport à l'échec, alors on se libère de ce qui encombre son bonheur. Je pense que vous commencez à comprendre l'idée. Je vais évidemment pas vous faire les 10 grands principes ici, mais plutôt essayer d'aborder quelque chose qui va sûrement vous aider, le système des leviers. C'est-à-dire qu'il y a un moment, quand on commence à travailler avec soit des producteurs de la télévision ou des gens de cinéma, on s'aperçoit qu'ils veulent tous déformer ou faire des trucs, pas tous, pour la plupart, déformer votre travail. Et donc à ce moment-là, ce grand luxe, c'est quand je sens que l'autre personne n'est pas dans la même envie, je dis c'est pas grave, on va renoncer. Ce qui est très intéressant dans ce que dit Bernard Werber, c'est que s'il n'a pas le pouvoir d'agir pour aller dans l'objectif qu'il souhaite, alors il est prêt à s'adapter jusqu'au point de renoncer.
L'échec potentiel n'était pas le fait que l'adaptation de ce roman sorte ou pas dans un autre pays ou sous une autre forme. L'échec potentiel, c'était que quelque chose d'opposé à ce qu'il voulait au départ sorte. Par extension, il faut comprendre que vous devez prêter de l'attention mentale ou émotionnelle qu'aux endroits où vous pouvez actionner vous-même un levier. Quelque chose de vrai, parce que je dis toujours qu'un projet, il a 3 vies. Il a le moment où tu l'écris, le moment où tu le fais, enfin le moment où tu l'écris et tu le prépares en tout cas, le moment où tu le fais, et le moment où il est sorti. C'est vraiment 3 vies différentes. Et dans ces 3 vies, il y a 1 milliard de manières de laisser tomber ou d'échouer. Sauf que dans ces 3 vies, il n'y en a que 2 qui t'appartiennent. Donc en fait, finalement, quand le film sort, c'est pas mon échec, c'est l'échec aussi que je partage avec plein de gens qui ont aussi bossé avec moi sur le film. C'est l'échec d'une idée, c'est l'échec d'une équipe, mais c'est aussi l'échec peut-être de cette histoire-là, mais en la mettant ailleurs, peut-être qu'elle peut fonctionner aussi. Ça peut être l'échec d'une plateforme, ça peut être l'échec de pas le bon, c'est bizarre de dire ça, mais de pas le bon public, c'est peut-être pas la bonne cible non plus. La première étape m'appartient vraiment de l'écriture. Celle-là, c'est parce que je suis auteur de mes projets, j'y tiens beaucoup. Donc cette étape-là, si ça foire à l'écriture, je vais gérer. je vois comme ça. La seconde, c'est vraiment la préparation d'un tournage. Et ça, c'est 1 milliard d'embûches parce que c'est beaucoup de gens qui travaillent ensemble autour d'une même idée, avec énormément de contraintes. Quand je mets fin à un texte, j'ai réussi à l'écrire. Quand il y a le clap de fin, on a réussi à le tourner. Quand il y a le mise en ligne, on a réussi à le diffuser. Après, ça m'appartient plus. Le nombre de vues d'une vidéo d'Amy ne peut donc pas être un échec ou une réussite qui la concerne. Son objectif réussi, c'était de produire sa fiction, comme moi, mon objectif était de faire cette vidéo. Et d'ailleurs, puisque vous êtes en train de la regarder, alors j'ai réussi. Moi, en l'occurrence, des échecs, j'en ai eu pas mal, mais juste parce que je me suis rendu compte que mes espérances étaient tellement hautes que forcément j'allais atteindre un échec. C'était complètement inévitable, mais dans la manière dont je faisais les choses, je me rendais pas du tout compte de ça. Avec du recul, j'ai juste appris à revoir un petit peu mes espérances et à remettre un petit peu en situation ce que j'attendais d'un projet, d'un événement ou de la vie, pour ne pas mettre mes attentes trop hautes et me dire que si ça n'arrive pas, eh ben, c'est pas grave en fait. Et il y a moins de chances d'avoir un échec quand tu penses comme ça, je trouve. En parallèle avec le fait d'avoir la possibilité de changer les choses ou non avec les leviers qui dépendent de vous, il faut aussi apprendre à déplacer le curseur au bon endroit, comme l'a dit Marie. Car même si vous admettez mentalement que ce qui ne dépend pas de vous ne peut être taxé de réussite ou d'échec, il n'empêche que dans certaines situations, vous pouvez avoir des espoirs ou des attentes. Eh bien, ces attentes ne doivent pas être décidées par vos émotions, mais bien par votre mental. Tu fais une vidéo que tu considères un petit peu moins grand public que ce que tu fais d'habitude, bah une victoire, ça va peut-être être 50 000 vues. Parce que tu vas te dire, je pensais tellement pas intéresser les gens là-dessus que 50 000 vues, c'est une victoire. Parce que tu t'es fixé cet objectif-là. C'est très intéressant de voir d'ailleurs que Pierre Cross parle de victoire et non pas de réussite. Il a baissé le curseur de son espoir car il savait qu'il n'avait pas forcément touché les leviers qu'il fallait toucher, ceux qu'il maîtrise, pour faire un maximum de vues. Le fait que la vidéo soit vue par un groupe de personnes plus restreint reste alors une victoire. Mais c'est quelque chose que j'ai appris à voir. Et surtout, par rapport à cette frustration de l'échec, de se dire à un moment donné, pourquoi j'ai fait cet échec-là ? Comment je peux, dans ma conscience ou dans l'inconscience, essayer de positiver ça? Dès qu'on commence à comprendre comment raisonner, je dis bien comprendre, car c'est la seule manière de couper les réflexes émotionnels parasites, alors on peut transformer l'échec, ou plutôt la non-obtention du résultat désiré, en apprentissage. Il faut à ce moment-là être hyper pragmatique pour se concentrer que sur le futur. Parce que vous n'avez pas de levier pour changer le passé, c'est pas possible. Mais vous avez le levier du présent dans vos mains, ainsi que celui du futur. Et c'est là-dessus qu'il faut aller. C'est quand on subit des pensées qu'on n'a pas désirées qu'on est obligé d'être tout le temps dans le contrôle émotionnel ou mental. Il y a quelqu'un qui l'a bien compris et qui le dit mieux que moi, c'est l'autre fille. Si je devais résumer le danger à mon bonheur en un mot, je dirais le contrôle. On pourrait d'ailleurs aller plus loin en prenant exemple sur un conte zen qui a été réécrit par Max Lucado il y a 29 ans. En gros, c'est l'histoire, je vous le synthétise vraiment, mais c'est l'histoire de quelqu'un très pauvre, un bûcheron, qui a un cheval blanc magnifique et il veut pas le vendre alors que même le roi lui propose des fortunes et tout le monde se dit ce mec là est fou en fait, il est pauvre et il se tue à la tâche et malgré tout il garde son cheval. Et un jour il se réveille et le cheval est plus dans l'écurie et tout le village se dit ah, on t'avait dit, il fallait que tu le vendes, etc. Et dit écoutez, je sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, en fait vous tirez des conclusions
Mais tout ce que je sais moi, c'est qu'il n'est plus dans l'écurie. Je ne sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là. Et puis, pas longtemps après, le cheval revient avec 10 autres chevaux. Et là, tout le village se dit « Waouh, c'est incroyable, c'est une super nouvelle, en fait, c'est toi qui avais raison. » Et pareil, le vieil homme dit « Bah, en fait, non, je ne sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Tout ce que je sais, c'est que maintenant, il y a 10 chevaux en plus. Mais je ne sais pas si c'est bon ou si c'est mauvais. » Et arrêtez d'essayer de vouloir connaître un livre en n'ayant lu qu'une seule phrase. Et c'est ça qu'il essaie de leur dire. Et l'histoire va bien plus loin, il y a beaucoup de rebondissements. D'ailleurs, celui qui résume le mieux cette manière de penser, c'est le meilleur joueur mondial de basket, Michael Jordan, qui a dit, je le cite, « J'ai raté plus de 9000 coups dans ma carrière, j'ai perdu presque 300 matchs, à 26 reprises, j'ai eu de confier le tir gagnant du jeu et je les ai ratés, j'ai échoué maintes et maintes fois dans ma vie et c'est pourquoi j'arrive à gagner. » Pour l'anecdote, il s'était fait d'ailleurs refuser lors des sélections pour l'équipe de basket de son lycée. Dans cette partie, nous allons parler du coup du bonheur, qui est pour certains la grande réussite à atteindre, mais on va aussi parler de nos gros échecs respectifs. Je commenterai pas ces parties, qui sont de vrais témoignages passionnants. Je pense que les situations que j'ai vécues plus comme des échecs, c'est les salles vides au théâtre. Enfin, salles vides, ça n'a jamais été vide, hein. Des fois il y avait 2 personnes, mais c'est ce qui me faisait le plus peur dans le spectacle. Mon plus gros échec, je dirais que c'est une relation en fait qui s'est mal terminée et qui a été un échec dans le sens où j'ai mis énormément d'attentes sur cette relation qui finalement n'a pas du tout fonctionné. Ou en tout cas, c'est vraiment terminé de manière assez compliquée. Et j'ai mis très très longtemps à m'en remettre parce que j'avais vraiment l'impression que j'avais fait moi quelque chose de mal qui a engendré en fait cet échec. Moi j'ai quitté mon pays, ma famille, mes amis pour mes études, pour venir ici en France faire mon master. Moi quand je suis arrivé, j'étais pas dans une situation très confortable au niveau du logement, donc ça m'a un petit peu détourné l'attention de mes études et à la fin de l'année j'ai dû rater deux matières. C'était le responsable de classe qui m'a appelé pour m'annoncer ça. Il m'a dit voilà, l'autre fille je suis désolé mais t'as pas ton diplôme, il va falloir que tu rattrapes. Et en gros, que tu refasses l'année. Ça a été très violent pour moi. Un sentiment de déception, j'étais déçu de moi-même. Je vivais comme un échec jusqu'au moment où le spectacle se passe vraiment et qu'en fait ça se passe bien et que, encore une fois, là, le curseur il est un peu descendu parce que tu peux pas avoir une ambiance de feu à 5 personnes dans la salle, mais par contre, naturellement ton objectif il baisse. Si la soirée se passe bien, tu peux vite passer ton objectif d'ambiance et se dire au final, ça s'est beaucoup mieux passé que ce que je pensais, donc ce qui m'aurait rendu malheureux. Et tu peux très vite résoudre ce problème si ton curseur, si tu acceptes de baisser un peu ton curseur dans ta tête. Et même si c'était dur sur le moment, c'est vrai qu'avec du recul, parce qu'aujourd'hui c'était quand même il y a quelques années, je sais absolument aujourd'hui ce que je ne veux pas. Et ça, c'est super difficile de le savoir quand on ne s'est pas confronté à un échec, justement, à quelque chose qu'on voulait vraiment pas. Il faut le vivre pour s'en rendre compte. Donc même si c'était très dur, aujourd'hui, quand je me mets en relation avec quelqu'un, que ça soit en couple ou alors de manière amicale, je sais ce que j'attends des gens et je sais aussi surtout ce que je ne veux pas qu'il se passe. J'étais en fac de droit. J'ai échoué à mon passage à l'oral. J'étais venu à 9h pour l'examen, mais avec mon nom qui commence par la lettre W, à 13h moins le quart, j'étais passé à aucune épreuve. J'ai énormément d'échecs. Je me livre rarement là-dessus surtout. Un échec, si je devais en choisir un, j'ai une grosse rupture amoureuse il y a 3 ans. Très grosse rupture. Un truc vraiment qui fait mal. C'était un échec partagé, dans une rupture c'est 2. Et vraiment je pensais que je me relèverais pas. Oui, c'est plus français. Et là, il y a un prof qui sort épuisé, qui était un prof de droit, qui dit « Oh là, j'ai faim maintenant, j'en ai marre, et puis il reste combien d'élèves? Ah, il reste que vous. Bon, je vous prends tout de suite, dès que j'ai fini avec cet élève. » Et là, il y a le prof de droit civil qui sort, il fait « Il reste qui là? Il reste que vous. Bon, là, j'en ai marre, vous passez tout de suite. » Je fais « Écoutez, il y a un petit problème, c'est que j'ai déjà dit oui au prof de droit pénal. » Et le type, il me dit « Attendez, ici, on n'est pas au bal. Vous n'avez pas à réserver vos places, soit vous passez avec moi tout de suite, donc le prof de droit civil me dit ça, soit je vous mets un 0 qui est éliminatoire. » On s'est séparés, j'en ai chié ma race, et pour oublier que j'en chiais ma race, je me suis mis à bosser et à me dire je vais réaliser mes rêves. Alors je vais voir le prof de droit
pénal. J'ai dit, écoutez, il y a le prof de droit civil qui me dit que soit je passe avec lui, soit il me met un 0 qui est éliminatoire. Il me dit, le prof de droit civil, il se prend pour plus malin que le prof des droits pénals. Je fais, ben écoutez, c'est très simple, si vous allez avec lui et que vous n'allez pas avec moi, c'est moi qui vous mets un 0 qui est éliminatoire aussi. Et là, il n'y avait aucun témoin de la situation. J'ai eu un grand instant de solitude. Le droit civil apportant plus de points que le droit pénal, je suis allé au droit civil et j'ai eu un 0 éliminatoire du droit pénal. Et là, je suis rentré, je me suis dit, je crois que le droit, c'est pas pour moi finalement. Et aujourd'hui, je vis ma vie telle que je l'entends et ça se trouve, je ferais pas mes fictions, j'aurais pas rencontré des gens extraordinaires, j'aurais pas refait ma vie si j'avais pas eu cet échec. Il y a un processus que j'ai appris de ma mère qui permet de mettre tout à plat en fait. Quand j'ai eu ma mère au téléphone, elle dit pourquoi t'as raté ton diplôme? Est-ce que tu es motivé pour reprendre? Combien ça va coûter? Combien de temps ça va prendre? Et donc en fait, en se posant ces questions-là, c'est des questions pratiques, hein, ça m'a permis, en raccrochant, ça m'a permis juste de tout reprendre, de prendre un peu de recul par rapport à la situation et de me dire, ben, finalement, en fait, c'est pas la fin du monde, quoi. Si je fais 1 an en plus, c'est pas très grave. Je vais pas bosser tout de suite, je vais travailler après, et alors? Et j'ai repris l'année, j'ai rattrapé mes 2 matières, j'ai eu mon diplôme, j'ai commencé à travailler, et puis voilà, et la vie continue. La chance que j'ai eue, c'est que j'ai toujours eu une famille qui m'a toujours entouré. Voilà, pour l'école, parce qu'à l'école, j'étais en échec. Après, plus tard, avec le temps, grâce à l'apprentissage et grâce au travail, j'ai rencontré d'autres personnes, que ce soit des paysans, des producteurs, les gens qui font mon métier, parce que moi, je suis juste un passeur. L'argent ne peut pas acheter les choses qui font que tu vas être heureux. Par contre, il peut soustraire les problèmes qui font que tu vas être malheureux. Je sais pas, les impôts, les taxes, les amendes papier, etc. Quand tu as de l'argent, tu peux te dire, bon, bah, tout ça, c'est moins un problème qu'avant. Et je soustrais tout ça à mon ensemble de choses qui font que dans ma vie, je peux être heureux. Mais moi, pendant longtemps, je culpabilisais vachement d'être égoïste. Mais à un moment, j'ai vu aussi autour de moi des schémas comme ça qui se mettaient en place et j'ai vu à quel point les gens étaient malheureux alors qu'ils avaient tout pour être heureux. L'argent, le bébé, la maison, le chien, tout. Et en fait, tu te rends compte que derrière, peut-être que cette personne, elle avait envie de faire le tour du monde. Elle avait envie d'être prof d'anglais, je sais pas où, tu vois. Tu sais pas en fait. Et je pense que c'est juste la société qui nous met tellement de pression pour qu'on nous fasse croire que le bonheur, c'est ça. Qu'en fait, on est persuadé que le bonheur, c'est ça, alors que pas du tout. Chacun doit se créer son bonheur, tout simplement. Pour moi, la notion de réussite n'est pas une notion de croissance permanente. C'est une notion d'équilibre. Ce qui est important, c'est d'être en équilibre avec le milieu. C'est pas être dans un processus de croissance. Mais je crois que toute personne qui est dans un processus de toujours plus, qui veut toujours plus d'argent, toujours plus d'objets de luxe, toujours plus de signes de pouvoir, cette personne va être malheureuse. Alors que se contenter de ce qu'on a, et moi je me contente de ce que j'ai, là tel quel, si tout s'arrêtait, ma carrière s'arrêtait, et si tout ce que j'ai entrepris s'arrêtait, je considère que j'ai eu ma part de gâteau et que ça me suffit. Après, ce qui continue d'arriver, c'est la cerise sur le gâteau, c'est cadeau. Pour l'instant, la solution que j'ai trouvée, c'est de sortir, d'être avec des gens, de pratiquer mon sport, d'être dehors, voilà, et de juste vivre ma vie et en fait d'essayer d'aller chercher ces moments de bonheur. Ouais, non, j'allais dire ailleurs que chez moi. Ben non. on peut être heureux chez soi, quoi. Alors la définition du bonheur, pour moi, c'est avoir les gens qu'on aime, qui nous aiment en bonne santé. Voilà, grâce à mes enfants, grâce à mon travail, grâce à mon quotidien, grâce à mon histoire. Pour moi, le bonheur peut être dans la conscience ou dans l'inconscience, et peut être dans l'instant. Je pense qu'on oublie souvent ce mot, l'instant. Elle est gratuite. On doit à personne son bonheur. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Là, pendant des années, je me suis vraiment mis à fond dans le boulot. Parce que j'étais persuadée que le bonheur, je l'atteindrais que si je réalise tous mes rêves. Mais j'avais oublié que tous mes rêves, c'était pas que dans le professionnel, en fait. Et je m'en suis souvenue il y a pas longtemps, là. Quand on écoute ces témoignages, on se rend compte donc d'une chose, le bonheur, c'est pas une émotion, c'est un état, c'est une situation. Et si l'accomplissement ou la réussite ne sont pas des émotions, il devient évident qu'il est anormal d'en mettre sur l'échec. Et surtout de rester bloqué dessus plutôt que de se concentrer sur les leviers qu'on a pour le futur. Voici un autre cas
d'école très intéressant, Spielberg. Je vais vous raconter ses débuts très rapidement. Il a enchaîné les échecs scolaires, il s'est fait licencier 3 fois de la télévision, c'est quand même un univers proche de là où il voulait être. Ensuite, il a fait un travail en tant que directeur, il a ensuite voulu se reconvertir et reprendre ses études, qu'il a abandonnées parce qu'il les a également ratées. Dans chacune de ces histoires, j'ai pris volontairement des personnes qui sont respectées pour leur succès, au point qu'on ne parle jamais de l'histoire complète qui les a menés là où ils voulaient. En fait, c'est ça le plus intéressant. On ne peut pas juger d'une situation si on ne prend pas honnêtement en compte tout le parcours qui a été emprunté. Parce que si on enlève un des éléments avant, eh bien la situation que parfois on peut même leur envier, elle n'existe pas. Avant de passer à la suite, je prends 10 secondes pour remercier les intervenants de la vidéo. Les chaînes YouTube de Pierre Cross, Enjoy Phoenix et Amy LTR sont dans la description, je vous invite à aller les voir. Tout comme le prochain roman de Bernard Werber, La planète des chats, qui vient de sortir, le compte Instagram de Lotfi, où vous allez peut-être découvrir sa discipline hyper stylée du longboard dancing, et bien sûr le compte Instagram de Pierre Sang, où vous allez peut-être découvrir une cuisine aussi saine et naturelle que son chef. C'était pas un exercice simple de leur demander de nous parler de choses aussi intimes, et leurs retours m'ont été très précieux pour mettre en perspective leur réussite à tous dans leur domaine dans cette vidéo. Vu la durée de la vidéo, je pense qu'on pourrait faire un sujet de 10 heures sur l'alchimie cérébrale de l'échec, de la joie, de la réussite et du bonheur. Et je vous l'avais dit, j'ai un nouveau livre qui sort ce 24 septembre et qui est sûrement ma plus grande fierté, avec le précédent également, mais surtout ma plus grande angoisse aussi, pour être très honnête avec vous. Quand j'ai sorti mon livre sur le temps, j'avais peur qu'on se demande pourquoi j'écrivais un ouvrage comme ça. Parce qu'il s'agissait d'une de mes facettes que vous connaissez pas. Au final, vous l'avez super bien accueilli et encore aujourd'hui, je suis vraiment aux anges de voir à quel point vous vous en êtes servi. Donc le nouveau, le bonheur est caché dans un coin de votre cerveau, c'est pire que ça comme émotion pour le coup. Parce que dedans, je prends en exemple mon histoire, mes échecs les plus douloureux, dont 2 que j'avais essayé d'enfoncer très loin dans ma mémoire pour jamais en parler. Et pourquoi j'en parle? Parce que je pouvais pas être honnête sur les travaux que j'avais fait pour changer mon rapport au bonheur, à l'échec, à la charge mentale, à la souplesse cérébrale, à la réussite, etc. sans faire tomber les barrières de ma propre intimité en fait. Si je partageais pas ma propre histoire en exemple, il n'y avait aucun intérêt à ce que vous alliez lire. Et pour l'anecdote, vous allez lire certaines pages où j'ai eu les larmes aux yeux d'émotion en me disant « je pose ça là ». Devant tout le monde. Je crois qu'au fond de moi, je pensais écrire ce livre bien plus tard dans ma vie et puis c'est sorti là. J'ai terminé de l'écrire pendant le confinement, j'avais l'espoir de me dire que si je vous donnais mes recherches de la manière dont on peut dépolluer le cerveau, comment on peut le décontaminer comme je l'avais fait, et mes vrais souvenirs sans aucune censure, alors ce livre allait être le livre qui allait le plus vous être utile parmi ceux que j'ai écrits. Voilà une partie du sommaire simplifié. Loïc m'a dit qu'on voyait rien, donc là vous avez en post-prod une partie du sommaire simplifié. Vous pouvez le précommander dès aujourd'hui dans toutes les librairies qui ont bien besoin d'être soutenus en cette période, ou alors également en ligne sur toutes les enseignes habituelles. Il sort officiellement le 24 septembre en France, en Belgique, en Suisse. Comme toujours, quelques semaines plus tard au Canada, bien sûr, au format papier, au format numérique sur toutes les plateformes habituelles, et bientôt en livre audio sur toutes les plateformes de livres audio comme mes livres précédents. Et oui, c'est encore moi qui vais le lire, avec ma voix à moi. Voilà, je crois que j'oublie rien. Pour les dédicaces, je fais toujours des dédicaces à la fin du spectacle, qui tournent toujours en respectant les normes sanitaires. Pour les dédicaces en librairie, je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux et sur mon site internet. C'est un livre que j'ai écrit grâce à vous, et vraiment pour vous. L'aventure littéraire que je vis avec vous depuis 2017, elle est folle, parce que vous la soutenez depuis le départ, je le sais. Donc un simple merci beaucoup.